À la fin de L'espion qui m'aimait, nous avions en fin de générique l'annonce du prochain James Bond, comme à son habitude, avec comme titre « James Bond reviendra dans Rien que pour vos yeux ». Mais que nenni! En 1977, alors que notre espion cartonne, un petit film de la Fox va venir chambouler un petit peu tout cela avec un carton intersidéral, Star Wars de George Lucas, que personne n'attendait d'ailleurs au tournant, et qui va montrer à quel point l'abondance est souvent très proche, et dans ce cas, de l'envie d'en faire trop. On va donc abandonner Rien que pour vos yeux pour l'instant et envoyer James Bond dans l'espace. Les spectateurs ne peuvent qu'adhérer à l'idée, n'est-ce pas? Rencontre du troisième type et la navette spatiale font aussi rêver, et le film rendra même hommage à la musique de John Williams pour le film de Steven Spielberg, avec le code du labo de Drax qui correspond aux notes du dialogue entre les extraterrestres et les humains dans Rencontre du troisième type. On entend bien sûr au corps de chasse la musique de 2001 et la navette spatiale est bien sûr utilisée. Il y aura même le thème des 7 mercenaires d'Elmer Bernstein lors de la traversée du Brésil à cheval. 34 millions de dollars vont être dépensés pour cela. 34, c'est presque le budget de tous les films précédents et le double de celui d'avant, L'espion qui m'aimait. Et Broccoli qui décide de cette histoire spatiale pour surfer donc sur la mode, met complètement de côté le roman du même nom de Ian Fleming, qui, je vous le rappelle, avait un titre français absolument de toute beauté, Entourloupe dans l'azimut. Le roman était de toute manière absolument plus à la mode de l'époque, et même, il faut le dire, plutôt dépassé, mais sera en partie reprise sur le film Meurt un autre jour. Delicate, Mr. Drax. Well, to apologize in person for the loss of my space shuttle. Auteur de romans et scénariste de l'opus précédent, Christopher Wood ne va garder que l'essence principale des personnages du livre et bien sûr le méchant Hugo Drax, mégalomane richissime qui veut utiliser les navettes spatiales Moonraker et créer une station dans l'espace pour détruire les hommes sur la planète, comme le voulait d'ailleurs Stromberg dans L'espion qui m'aimait. The untainted cradle of the heavens will be created a new super race. Il aspire à avoir une race humaine pure comme lui le désire. Il sera aidé en douce et non crédité par l'infâme Tom Mankiewicz, et oui, scénariste responsable des 2 premiers, Roger Moore, et qui sera peu de temps après consultant créatif sur la série Pour l'amour du risque. Je lâche un petit hashtag à mon Alex de la fuite en vidéo. Même histoire, mais ici décor différent et, grossière erreur de la part du scénariste, un retour en arrière sur l'humour, pas toujours bienvenu, voire même carrément gênant. Rappelez-vous Le Pigeon. Tout ça façon L'homme au pistolet d'or. À l'instar des films Marvel d'aujourd'hui, le burlesque pète complètement des scènes d'action plutôt bien foutues au départ, sous la houlette d'un Lewis Gilbert, réalisateur encore de l'épisode précédent. Excès donc et outrance, mais comme toujours avec Broccoli, chaque centime va se voir à l'écran et même les plus grands détracteurs du film ne peuvent dire le contraire. Le film est superbe et absolument spectaculaire. Mr. Drax is financing the entire training program out of his own pocket. Seems to have an eye for a good investment. À l'époque, il faut le savoir, les lois fiscales britanniques sont carrément prohibitives et Albert Broccoli étant assez proche de ses sous va choisir de tourner le film chez nous, en France, en partie du moins, dans nos studios de Boulogne à Épinay et chez Éclair à Paris, et fut même associé avec une production française, Les Artistes Associés. Les costumes seront donc de Jacques Fonteret, qui a travaillé sur un nombre fabuleux de très bons films français. Citons par exemple Les Tricheurs de Marcel Carnet, Paris Brûle-t-il de René Clément, Barbarella de Roger Vadim, Borsalino de Jacques Deray, La Folie des Grandeurs de Gérard Houry ou L'aile ou la cuisse de Claude Zidi. All personnel to command satellite. À la photographie absolument superbe
superbe ici, hein. C'est vraiment un des films les plus beaux de toute la saga. C'est Jean Tournier qui s'y colle, connu aussi sur les films comme Les Mystères de Paris d'André Hunebelle, Le Train de John Frankenheimer, Compartiment tueur de Costa Gavras, ou certains de longs comme Trois hommes à abattre de Jacques Deray, ou Pour la peau d'un flic et bien sûr Le Battant réalisé par Alain Delon lui-même. Canada, décorateur bien sûr de génie qui a travaillé sur nombre de films James Bond, va y construire le plus grand décor de toute l'industrie française, du moins en tout cas à l'époque, et toute l'équipe technique va travailler l'équivalent de 222 000 heures de travail pour que le tournage de ce film, qui se veut grandiose, soit fini dans les temps. All systems go. SRB Jettison. Separation motor is fine. Toutes les séquences d'effets spéciaux, elles par contre, seront quand même créées en Angleterre, au studio Pinewood comme d'habitude, sous la direction du grand Derek Meddings, dont le travail y est ici énorme, ce qui lui permet de gagner même une nomination aux Oscars. Le film sera tourné donc en France, au Brésil, en Italie, au Guatemala, États-Unis et bien sûr Angleterre. Si l'on enlève l'humour facile, ce Bond aurait pu être absolument épique, même si le scénario en est assez classique, et avec un montage plus rythmé nous donnait un Bond absolu. Mais voilà, quand on improvise et que l'on va vite, ici 2 ans pour écrire et produire le film, le résultat n'est pas toujours le meilleur, ce qui n'empêche pas de penser que Moonraker reste une belle aventure bondienne, certes datée pour certains passages et surtout pour les gags absolument infâmes, mais ça fonctionne. L'exemple le plus probant est la scène pré-générique que tout le monde attend, surtout après celle de l'espion qui m'aimait et sa scène à ski. Une superbe chute sans parachute pour notre 007 et qui sera en partie gâchée par l'affrontement avec requin en plein air, dont le parachute ne fonctionnera pas et qui va battre des bras comme un oiseau battrait des ailes, le rendant con comme un balai, dans une scène qui aurait pu être plus simple en le laissant tout simplement chuter et survivre, vu qu'on sait que l'homme de main est très bon à ça. Durant cette scène d'ailleurs, un des cascadeurs sera B.G. Worth, qui va rester un membre de la famille Bond pendant un moment. Il y joue le pilote. Worth est capitaine de l'équipe olympique américaine de parachute et la scène sera supervisée par Randy DeLuca, cinéaste parachutiste. Cette scène était normalement prévue dans le film précédent et c'est Michael J. Wilson qui va décider de l'utiliser pour essayer de battre le film d'avant. Le pré-générique et sa poursuite à ski, justement. Il fallut à peu près 5 semaines pour tourner la scène, ce qui n'est pas rien. Moonraker se taille une bonne première partie qui est ultra satisfaisante pour les fans et malgré des scènes plus que bonnes et spectaculaires, fait quand même retomber assez vite l'enthousiasme sur des ratés qui n'auraient jamais dû voir le jour. Le film sera un succès, même auprès des critiques, ce qui est étonnant, qui prennent le film uniquement pour ce qu'il est, un divertissement, une folie d'été amusante, et seuls les puristes firent entendre leur colère. 210 millions mondial, dont 70 aux États-Unis et 3 171 000 entrées et quelques poussières en France. C'est un Bond qui va plaire au plus grand nombre. Il fut le Bond le plus rentable jusqu'à l'arrivée de GoldenEye et côté merchandising, c'est le carton vu que Star Wars lui bastonne en jouets, c'est la foire et le film va connaître la plus grande campagne publicitaire jamais faite sur la saga jusqu'alors. Affiches promotionnelles différentes aux États-Unis, l'une montrant 007 décollant dans l'espace et l'autre entourée les filles de Drax, un court-métrage Bond à Rio et le musée d'art moderne de New York qui va organiser une soirée questions-réponses avec Cubby Broccoli, Ken Adam et Lewis Gilbert le réalisateur. Look after Mr. Bond. See that some harm comes to him. Corgi est encore là, heureusement, là en version standard et junior, pour des versions de la navette Moonraker et de l'hélicoptère de Drax. Et Lone Star Toys, toujours là eux aussi, vont nous sortir le fusil laser, mais avec des pétards à la place du piou-piou. Mego, de son côté, va nous sortir des jouets articulés de 30 cm aux effigies de James Bond, bien sûr en tenue spatiale, de Drax, de Holly et de requins.
Fix et Revell vont créer des maquettes de la navette, une bande dessinée va sortir et des brochures souvenirs sortiront en Angleterre. N'oublions pas bien sûr le principal, un bain moussant en bouteille 007, on n'attendait que ça, un sac de couchage parce qu'on sait jamais, et des panoplies pour Halloween. Et le film, même le film est gorgé de publicité, hein. On sent quand même que là, tout le monde se lâche et on en veut, du 7-Up, du Marlboro et j'en passe, disséminé le long du film. La production a dû admettre quand même après être allé trop loin, surtout dans la comédie, et notre Kubi, qui a bien son Bond entre les mains, va nous promettre un retour à l'espionnage, le vrai, le sérieux, avec un rien que pour vos yeux, à nouveau en fin de générique, mais cette fois pour de bon, et l'arrivée de John Glenn à la réalisation, qui va nous lâcher un James Bond pur et dur. Lewis Gilbert sera encore aidé par ce dernier d'ailleurs, John Glenn à la réalisation, ainsi que Ernest D en seconde équipe. Alors je vais parler des principaux personnages, mais je ne peux pas passer sous les petites mains, les petits acteurs français qui se trouvent là-dedans, et c'est très drôle. À noter donc dans le casting à des têtes bien françaises, comme Jean-Pierre Castaldi, doté d'une moustache absolument infâme en pilote d'avion pendant le pré-générique. This is where we leave you, Mr. Bond. Aldo Macione qui serait sur la place Saint-Marc, mais je ne l'ai jamais vu, il paraît qu'il brûle un verre. Je le cherche, je fais des arrêts sur image, je ne le trouve pas. Georges Belair, en chef technicien de la station, et oui, rappelez-vous, l'Académie des Neufs et j'en passe. Then, a rebirth. U.S. spacecraft on course to intercept us, sir. Patrick Florsheim, et oui, une de nos voix françaises préférées, puisqu'il y double Michael Douglas ou Kurt Russell dans The Thing et New York 97. Ici, c'est lui qui vole Moonraker, un tout début du film, sur le Boeing. Mais surtout, nous avons aussi bien sûr le grand Guy Delorme, que les fans de films de cap et d'épée français connaissent en salopard de service, ici tueur à la solde de Drax planqué dans un arbre. En petit rôle caméo, nous avons aussi bien sûr Broccoli sur la place Saint-Marc avec Michael J. Wilson. Et Michael J. Wilson, donc futur producteur des James Bond, sera aussi dans la verrerie Venini, un homme sur un pont et un contrôleur de la NASA. Doesn't look good at all. It's over 200 meters in diameter. Je ne vais pas m'éterniser sur Roger Moore, qui est absolument excellent dans le rôle et joue la comédie comme l'action avec une aise bienvenue. La scène de la centrifugeuse va y montrer une des rares fois où l'on sent quand même l'espion conscient de sa vulnérabilité. Et même peut-être enclin à la terreur en poussant notre agent à subir des jets qu'un humain ne pourrait supporter. Un vrai suspense où Bond y est malmené. Remercions Q pour son bracelet gadget. Nous avions eu 007 dans la même situation dans Les Diamants sont éternels. Souvenez-vous, quand Sean Connery était enfermé dans le cercueil entouré de flammes. De même, quand lui et Holly sont attachés sous les réacteurs des navettes, le suspense est total. Il nous montrera avec le prochain film qui peut, comme dans le film précédent, celui-ci, être un Bond des plus sérieux. Let me help you. I'm looking for Dr. Goodhead. You just found her. A woman? Your powers of observation do you credit, Mr. Bond? Le docteur, Holly Goodhead, et oui, c'est vrai qu'elle a une belle tête, le docteur, est joué par Lois Childs. Elle est un agent de la CIA infiltré chez Hugo Drax sur le site californien et porte de nombreux talents comme être une vraie scientifique et une astronaute, comme quoi l'entraînement à la CIA, ça apporte beaucoup de choses. On connaît la méthode sur les Bonds, qui comme d'habitude va détester notre 007 préféré au début du film pour mieux tomber dans ses bras à la fin. Les deux vont se la jouer concours de tub pour savoir qui des deux est le meilleur de l'autre. Et Holly va y arriver très très bien.
Une fois n'est pas coutume, c'est elle qui va entreprendre notre espion comme un coup d'un soir, ce qui est, il faut le dire, plutôt rafraîchissant. Son personnage est assez bien écrit, ma foi, intelligente et professionnelle, mais peut-être à cause du jeu de l'actrice et sa façon d'être mise en scène, ce n'est pas une Bond girl dont on se rappelle vraiment, si ce n'est sur la fin. Childs a été vu dans Mort suspect de Michael Crichton, Mort sur le Nil de John Guillermin, ou Creepshow 2 de Michael Gornick, et j'en passe. I'm terminating your employment. You will leave immediately. La très belle Corinne Dufour, jouée par la superbe Corinne Cléry, bah oui, il faut pas changer de prénom quand on se trompe, très belle actrice française, et l'assistante et pilote d'hélicoptère de Drax Industries. Elle va faire visiter les logos de l'entreprise du méchant à James Bond, et bien sûr avoir une liaison avec notre espion. Sous son charme, elle prend le risque d'aider Bond pour qu'il photographie des plans secrets et des documents que Drax planque dans son coffre-fort, ce qu'il ne supportera pas. Nous aurons droit donc du coup à la superbe musique de John Barry, à une des séquences les plus angoissantes, viscérales et horribles de la saga, quand la jeune femme va comprendre que Drax la veut morte pour sa trahison et lui lâcher ses Doberman au cul dans la forêt. Une mort qui reste en tête, qui est vraiment étonnante quand on voit le reste du film, mais qui nous prouve bien que le méchant n'est pas ici qu'un mégalo, il est extrêmement sadique et implacable. Elle a joué en 1975 le rôle d'O dans une adaptation cinématographique du roman érotique Histoire d'O, réalisé par Judge J. King, déjà réalisateur d'Emmanuel, et sera vue dans Yor, chasseur du futur, d'Antonio Margheriti. A subsidiary of the Drax Group, I believe. They have a warehouse on Carioca Avenue. Manuela est jouée par Emily Bolton, c'est un agent affecté à Rio de Janeiro, ce qui doit être quand même assez insupportable comme lieu de travail. Dès que Bond passe le pied à terre, elle lui manifeste son désir de travailler, mais aussi de mélanger le plaisir avec le bonhomme. Lors d'une très belle séquence du carnaval, un requin va l'attaquer dans une ruelle sans beaucoup se défendre, elle bouge même pas d'ailleurs, voire même paralysée de terreur, ce qui peut être gênant pour un agent de terrain quand même. You appear with the tedious inevitability of an unloved season. Hugo Drax est un de mes méchants préférés, c'est même peut-être un des meilleurs méchants de toute la saga. Oh, pas par l'écriture du personnage, certes, comme je l'ai dit, c'est un Stromberg qui préfère l'espace aux océans, mais par l'interprétation sans faille et généreuse d'un acteur français que j'adore, Michael Lonsdale. You see, my dear Bond, we're well able to protect ourselves against all enemies. Drax est un milliardaire qui vend des navettes spatiales aux Américains, leur gouvernement en tout cas, et qui est dans la vie, comme l'acteur, un homme très discret, extrêmement cultivé et qui aime les très belles jeunes femmes qui paient très cher leur trahison si cela arrive. To lose one aircraft may be regarded as a misfortune. To lose two seems like carelessness. Comme tout bon méchant, il vit dans le luxe avec un château français, reconstruit pierre par pierre en Californie et possède de nombreuses entreprises dans des pays comme le Brésil ou Venise. The Drax residence. Every stone brought from France. Cute, isn't it? Magnificent. Il possède aussi en plein milieu de la jungle brésilienne un quartier général impressionnant d'où il va lancer ses fusées et bien sûr dans l'espace sa propre station orbitable indétectable. Le monde entier respecte l'homme, c'était déjà le cas dans le roman de Fleming et malgré quelques critiques à son égard, l'acteur propose pour moi un jeu parfait où les dialogues et les répliques, souvent très caustiques, volent presque la vedette au dialogue de Roger Moore, pourtant habitué au style. Requin, homme de main de Stromberg dans L'espion qui m'aimait, toujours joué par le grand Richard Kiel, revient donc ici, Broccoli ayant flairé l'intérêt des spectateurs pour le bonhomme. Exceptionnel dans le film précédent, ici à une ou deux scènes près, c'est un clown presque aussi gênant que le shérif Pepper dans les deux premiers Roger Moore.
Il est un tueur qui ne tue pas, voire plus, dans ce film, et va même devenir un allié de 007 quand il va, 1. Tomber amoureux et montrer qu'il est aussi un homme, et 2. En écoutant le discours de Drax sur la pureté de la race, des hommes et des femmes qu'il a dans la station, et il va comprendre qu'il n'en fait pas partie. And of course, anyone not measuring up to your standards of physical perfection will be exterminated. Il n'a pas les mêmes critères physiques que veut Drax pour lui et sa compagne, jusqu'à le faire douter et donc prendre parti pour notre agent préféré. Bon, c'est ridicule, je vous l'accorde, mais on est quand même content qu'il s'en sorte. Et enfin, en deuxième homme de main, nous avons Chang qui est joué par Toshiro Suga. Il est un serviteur fidèle de Drax, silencieux comme un ninja et rappelle un peu ce cher odd job de Goldfinger, Suga étant ceinture noire de judo. Toujours partant pour essayer de buter notre 007, il va commencer par une des meilleures scènes, si ce n'est la meilleure scène du film, celle de la centrifugeuse. Ils se retrouveront dans une fabrique de verre vénitienne, dans un superbe combat à la photographie vraiment très belle avec des bleus parfaits. Ce combat est tiré d'une scène qui avait été écrite pour l'espion qui m'aimait encore une fois, mais qui devait avoir lieu dans un musée d'antiquité égyptienne. Comme quoi, tout se recycle sur James Bond. Il était auparavant l'instructeur d'aïkido du producteur Michael J. Wilson. Moneypenny, is 007 back from that African job? Alors M est bien là, est toujours joué par le grand Bernard Lee. Ce sera sa dernière apparition avant de décéder malheureusement juste avant le début du tournage du prochain film, Rien que pour vos yeux. Comme dans l'épisode précédent, M est aimable avec Bond, même quand celui-ci abîme un tableau de valeur accroché dans son bureau. Like this? Oh, thank you, 007. Tous les acteurs, fans et l'équipe technique se rappelleront de Bernard Lee comme étant d'une grande dignité et l'on se rappellera toute la contribution qu'aura eu l'acteur sur la saga et son personnage. Merci à lui. Ah, there you are, 007. Balls, Q? Bolus, 007. Q est toujours là bien sûr, il retrouve Bond encore une fois à l'extérieur, dans le QG du MI6 au Brésil, QG planqué dans un monastère. Plusieurs armes vont y être testées en démonstration pour notre plus grand bonheur, dont des bolasses explosives du plus bel effet et bien sûr les fameux fusils laser qui seront exploités plus loin dans le film. Bataille dans l'espace oblige. C'est Q qui va découvrir l'orchidée rare que Drax va utiliser comme poison mortel pour éliminer l'être humain sans affecter la planète. I fell out of an airplane without a parachute. Who's in there? Q and the Minister of Defense. Miss Bonicelli est bien là, elle aussi, mais encore une fois de façon extrêmement brève et ne servant presque à rien. Nous n'avons plus droit au dialogue entre 007 et elle, souvent savoureux, et c'est bien dommage. La fille de Lois Maxwell, Melinda, apparaît même dans le film. C'est une des femmes choisies par Drax pour représenter la race supérieure qui survivra à son apocalypse. Frederick Gray, what a surprise. And in distinguished company, all wearing gas masks. Frédéric Gray, au ministre de la Défense, est toujours joué par Geoffrey Keane, qui revient donc ici. Must excuse me, gentlemen, not being English. I sometimes find your sense of humor rather difficult to follow. Frédéric Gray et M, sous les conseils de notre agent, vont aller visiter le labo de Drax où ils font le poison. Bien sûr, quand ils arrivent, il n'y a plus personne alors qu'ils portent des masques à gaz et se retrouvent devant un Drax pas peu fier, assis à son bureau, l'humiliation étant assez flagrante pour les deux hommes. I've never been so humiliated in my life. Your man should be taken off the assignment. I'll see you at the consulate. Gray doit s'excuser devant le méchant et demande à ce qu'on retire l'affaire à 007. Et enfin Dolly, cette chère Dolly, jouée par Blanche Ravalec, est vraiment le personnage qui n'a absolument rien à foutre là, en tout cas pas sur un James Bond. Petite, blonde à lunettes, qui possède une force surhumaine, alors qu'elle fait 1m12, et une poitrine du même acabit, absolument énorme. Et qui va bien sûr tomber amoureuse de requins et vice versa. Un hashtag gênant qui va gâcher notre plaisir par son ridicule
permanence si l'on est vraiment un fan des romans et du personnage. D'après Richard Kiel, il était prévu que sa compagne devait être son équivalent physique, digne d'une Amazone même. Et les producteurs protestèrent de cette taille ridicule face au géant. Celui-ci leur rétorqua que sa propre femme faisait cette taille dans la vie réelle. But if we don't hear from you in the next 12 hours, we take action ourselves and hold you responsible for the consequences. Et enfin, toujours en allié, nous avons une petite apparition de ce cher général Gogol, toujours interprété par Walter Gottel, qui est là, donc un court moment, en acceptant de retarder une offensive militaire. Il est plaisant de le voir dans un pyjama de soie rouge, de toute beauté dans sa chambre, et surtout en compagnie d'une belle femme, dans une petite tenue aussi, qui l'attend dans le lit. How can I sleep? Nothing but problems. 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 Alors bien sûr, gadgets, véhicules, il y en a dans le film. Commençons donc par les véhicules avec une gondole vénitienne de triste mémoire appelée Bondole, avec colonne de direction et moteur à hélice. Et bien sûr, faisons dans le réalisme, peut aussi se transformer en aéroglisseur et ainsi se déplacer sur terre ferme et en particulier la place Saint-Marc, aux grandes dames d'un pigeon local. La scène de poursuite est carrément un copier-coller de celle de l'homme au pistolet d'or, bien sûr, n'a aucun intérêt et n'est vraiment pas rythmé. Les hommes de main arrivant de partout, sans explication, c'est inutile et c'est raté. Et comme on continue, dans Vivre et laisser mourir, il y a une poursuite en bateau, on va faire de même, poursuite en hors-bord ici, 007 pilotant un très beau bateau Glastron qui fait aussi office de deltaplane. La scène est absolument spectaculaire par contre, d'autant que poursuivi par requin ses hommes, le bateau qui est surarmé va lâcher tous ses gadgets de partout. Il est superbe et envoie mine torpille sur ses ennemis tout en fonçant sur de gigantesques chutes d'eau d'Iguassou. C'est là que le deltaplane entrera en jeu, laissant requin et ses hommes chuter de très haut puisque ce con arrache le volant. Ce qui est gâché donc par le plan sur le visage de requin absolument ridicule. Moonraker 6, you are now in manual. Initiate docking sequence. Les navettes Moonraker sont donc créées et fabriquées par Drax pour les Américains et leur programme spatial. Il en possède quelques-unes pour son usage personnel, on sait jamais. Et Bond et Olive en volent une pour pouvoir aborder la station orbitale. Broccoli fit tout pour obtenir l'aide de la NASA afin qu'elle paraisse le plus plausible possible. Pour ce qui est des gadgets, c'est foison, c'est la foire aux moules. Les gadgets sont donc nombreux ici. Pour commencer, un étui à cigarette à rayon X, ce qui va aider Bond à trouver la combinaison du coffre de Drax. Et photographier les plans secrets contenus dans le coffre. 007 va utiliser un mini appareil photo dont l'objectif est caché, tenez-vous bien, sur le second 0 de 007, ce qui est quand même couillon pour un agent qui se veut être très discret. External LO2. Pressure confirmed. 42.5 PSI. La montre Seiko au poignet de Bond contient un fil détonateur et une quantité d'explosifs, ce qui va sauver Holly et Bond quand ils sont sous les réacteurs de la navette. Le sac à main d'Holly n'est pas en reste, et standard de la CIA, il contient les fléchettes, un parfum lance-flamme, une radio, un stylo empoisonné et une seringue hypodermique. A noter que le stylo servira à Bond pour se débarrasser d'un piton un petit peu collant. Le pistolet à fléchettes au poignet de 007 s'active par un geste du poignet. 5 fléchettes sont anti-blindage et 5 au cyanure. C'est grâce à elle que Bond doit la vie dans la centrifugeuse et qui va bien sûr tuer le grand méchant. Desolated, Mr. Bond.
Et Star Wars oblige, bien sûr, les fusils laser arrivent à l'écran hein, lors de la grande bataille sous la musique magnifique de John Barry, ultra crédible dans l'espace, mais passons. Et avec les superbes décors de Canadam pour la station spatiale, encore une fois absolument mais gigantesque, nous avons aussi les décors hein, des châteaux, notamment le château de Vaux-le-Vicomte et de Guermantes sont utilisés, hein, ainsi que le centre Georges Pompidou à Paris quand 007 va rendre visite à Holly. La grotte hein, où les Drax Girls attirent James Bond furent créées à Livry-Gargan et Marcel Lesourd, un célèbre dresseur d'animaux, fournira le python que combat 007. Et il y a quand même du très positif avec Moonraker puisque ça marque le grand retour de John Barry à la musique et c'est le moins que l'on puisse dire, la musique va créer une ambiance particulière et notamment lors du vol spatial. On retrouve la magnifique et talentueuse Shirley Bassey à la chanson dans une mélodie plus que réussie. Le générique de fin d'ailleurs va la reprendre en version disco, ce qui en gâche un petit peu l'effet. If you've got 60 years of Bond songs, not all, however many there are going to be #1 standards. I still never know sometimes why things just don't come together. That song, it didn't work. Hated it. That's why I've never sung it in my act. Cette bande originale va marquer un petit tournant dans le style musical que John Barry a voulu donner à la saga, abandonnant les cuivres au profit des cordes. L'on retrouve aussi le fameux thème 007 hein, que Barry avait écrit hein, pour Bon baiser de Russie et que l'on entend pendant la poursuite en bateau. C'est une des meilleures partitions hein, de la saga et du maître hein, et elle fut enregistrée malheureusement à Paris au studio Davout en avril 1979. Une grande partie de ces enregistrements multipistes de l'époque auraient été détruits ou perdus. Un nouvel enregistrement intégral fut envisagé pendant un moment hein, durant le début des années 2010 grâce à un financement participatif mais sans succès pour des questions d'ordre juridique. Espérons qu'un jour, quelque part, une copie va être retrouvée. Pour la chanson, c'est Frank Sinatra qui avait été envisagé au départ, puis Johnny Mathis, mais qui ne fut pas satisfait de son enregistrement. Kate Bush va carrément, elle, refuser, et Barry va donc revenir à Shirley Bassey sur des paroles de Al David. Just like the moonraker goes. Le générique toujours coquin de Maurice Binder hein, commence avec un cirque sur lequel atterrit requin et nous montre des artistes qui tombent et qui volent dans les airs sans cesse. Alors il est évident hein, qu'avec ce film, James Bond n'est que la caricature de lui-même si l'on s'en réfère aux films et romans précédents. Mais ne boudons pas notre plaisir en regardant peut-être une des aventures les plus spectaculaires et oublions les quelques défauts même majeurs pour jouir d'une aventure classique et spatiale d'un héros à qui l'on peut tout ou presque faire. Broccoli est prévu que c'est ce que le public attendait, il ne s'y est pas trompé. C'est effectivement le film d'une époque, hein, celle que les gens voulaient et attendaient, quelque chose de spatial, de la science-fiction, mélangé à Bond, pourquoi pas. Les fans, eux, attendront le film suivant pour s'y retrouver et retrouver notre agent en mode espion viscéral. Moi, je ne boude pas mon plaisir, je vous le dis franchement, c'est une aventure que j'aime regarder. Il y a des hashtags gênants, je ne le nie pas, mais c'est pas le film honteux de la saga. Revoyez, les diamants sont éternels. Sur ce, je vais lui mettre la note de 5 sur 6, hein, parce que déjà, la photo est absolument absolue, elle est magnifique, c'est très bien réalisé, c'est très bien joué, il y a un méchant qui est ultra charismatique, et mis à part Requin qui fait n'importe quoi, on peut passer là-dessus, je pense, pour pouvoir prendre du plaisir à voir ce film. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je sais, je suis hyper gentil avec, mais franchement, c'est un Bond que j'adore. Je le trouve vraiment... Après L'espion qui m'aimait que j'ai vu au cinéma et Opération Tonnerre, ce scope, ce bleu, ce travail sur la photo, ces acteurs, moi j'étais encore gamin, j'étais bluffé. Ça, voilà, je le suis encore. Je lui passe sur ces petits défauts qui n'ont pas la même valeur que ceux des 2 premiers mois. Ou des diamants sont éternels. Voilà, j'espère que vous serez d'accord avec moi. Abonnez-vous si vous pouvez, activez la petite cloche si vous le faites. Pouce au pouce bas, on se dit à très très bientôt pour du lourd, très très lourd. On va revenir un petit peu dans l'action et l'heroic fantasy. Des bisous, bye bye. 007. My God, what's Bond doing?
I think he's attempting re-entry, sir.